Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur la victoire 3-1 des Parisiens hier soir contre les Brestois avec à la clé une qualification mais surtout un match où on a vu deux visages du PSG. Le premier, celui des temps faibles qui est à chaque fois démultiplié, accentué par le fait qu'on défend n'importe comment dans notre surface. La gestion des centres a toujours été calamiteuse, on peine à couvrir les seconds poteaux, notre gardien parfois hésite à sortir et au final ça donne des buts qui sont concédés alors que le tireur est à 2 mètres de la cage, ce qui est un petit peu inquiétant et on va y revenir. Ensuite, les abords de notre surface ne sont pas assez protégés par notre milieu. C'est la responsabilité de la sentinelle. Manuel Ugarte, dans les matchs de Ligue des Champions, l'a mal fait sur la phase aller. Hier, Fabian Ruiz n'a pas pris ce rôle. C'est aussi la responsabilité de nos défenseurs centraux, qui sont souvent un peu trop loin du porteur, ce qui lui donne assez facilement des angles de tir. Hier soir, on a vu Brest tirer de loin assez souvent, notamment ce poteau en première mi-temps où Marquinhos est un petit peu loin. Et puis, bien sûr, quand on parle des temps faibles, comment ne pas penser au milieu de terrain? C'est la première chose sur laquelle j'aurais dû m'arrêter parce qu'on a des milieux qui, ne savent pas courir vers leur but, peinent à exister en dehors des séquences de contre-pressing, et on a des espaces qui sont tels au milieu de terrain qu'en fait c'est super facile de nous transpercer, de prendre la profondeur, de casser nos lignes, et nous de se retrouver avec une ligne défensive qui est complètement apathique, avec des espaces entre le latéral et le central aussi, qui sont bien trop grands. Ça aussi c'est un dénominateur commun quand même de beaucoup de matchs cette saison. Et puis le second visage, plus positif, parce qu'on a quand même gagné 3-1, et hier j'ai plutôt été rassuré, le visage d'un PSG qui réussit à se créer des occasions, à faire du déséquilibre, bien aidé par le retour de certaines individualités, comme Dembélé qui fait vraiment un gros match, mais aussi sur le côté droit, des dédoublements, de la complémentarité avec Warren qui parfois aussi restait en retrait pour couvrir les montées d'Achraf et tout ça. Sur le côté gauche, ça a été beaucoup moins visible. Beraldo en seconde s'est permis quelques montées, et puis un Mbappé bien sûr très bon, très juste. Donc voilà ce qu'on retient sur la dimension collective du PSG hier, qui doit absolument travailler à homogénéiser un petit peu, parce que l'entraîneur brestois l'a d'ailleurs souligné en conférence de presse, on est une force offensive très impressionnante. On se crée beaucoup d'occasions, on fait énormément de déséquilibre, et donc nos temps forts sont à chaque fois très forts, mais nos temps faibles sont tout aussi faibles en fait. Donc tout ça va être un enjeu pour Luis Enrique, qui bien sûr veut absolument le contrôle, mais aussi la largeur, avec une occupation de l'espace qui est quadrillée sur les 5 couloirs propres à Guardiola, par exemple, cette technique. Mais le problème, c'est que quand tu perds le ballon, ton équipe est tellement large que du coup, tu as les distances, les espaces entre nos milieux de terrain que j'évoquais un petit peu plus tôt. Donc voilà, revenons dans cette vidéo sur les prestations individuelles des uns et des autres, parce qu'hier, il y a quand même pas mal de choses à dire, et je pense pour certains quelques enseignements. D'abord Donnarumma, bon comme d'habitude sur une frappe, alors je crois que le Brestois est dans la surface, sur la frappe où il fait l'arrêt, puisque sur le poteau il est battu. Encore une fois il fait un arrêt à 0-0. Combien de fois il l'a fait? C'est incalculable, il est vraiment super décisif dans cette dimension-là, et on reviendra sur une information qui est sortie hier avant le match je crois, ou avant-hier, sur le poste de gardien. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous parlais du mercato de l'été prochain, en vous rappelant que l'été dernier, il y avait des rumeurs qui disaient que Luis Enrique ne serait pas contre changer de gardien pour prendre quelqu'un meilleur à la relance, et je suis intimement convaincu que Donnarumma, au sein du PSG, il n'y a pas grand monde qui lui fait vraiment confiance. On sait très bien que c'était un dossier Leonardo, pas vraiment Luis Campos. Dans le catalogue de George Mendes, il y a peut-être des gardiens à placer. Il y a Mac Maignan aussi, bon, c'est le sujet de l'info dont je faisais référence, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Mais encore une fois, Donnarumma très décisif à 0-0. Ça, c'est quand même très appréciable. Mais je note encore le même bémol qu'après Strasbourg. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le but, on le prend alors que le tireur est à 2 mètres, 3 mètres des cages. Et aussi, je note que c'est le même centre, à savoir un centre qui vient de loin quand même. Donc, alors, d'un côté, vous me direz, la trajectoire est peut-être fuyante, de l'autre, elle est tout aussi prévisible. Donnarumma peut très bien sortir pour aller couper cette trajectoire qui vient de loin, hors de la surface, qui est haute.
Sur certaines séquences, il a été plutôt rassurant. Même ces derniers temps, en général, Donnarumma est plutôt bon dans les airs. Hein, il boxe souvent. Mais là, c'est vrai que sur ces séquences-là, on attend peut-être un peu plus de Donnarumma. Après, bon, il y a Hakimi, bien sûr, qui se fait manger au duel. Mais c'est vrai que pour le gardien italien, ça fait 2 fois en 2 matchs, peut-être un axe de progression sur ces centres un petit peu longs. De toute façon, on a des latéraux qui ont une telle propension à laisser centrer leur vis-à-vis. Enfin, Lucas, il le fait aussi, Beraldo hier, Hakimi contre le Bayern, rappelez-vous le but de Kingsley Coman l'année dernière au match aller, pareil, on laisse trop de temps au centreur pour ajuster, pour déposer son centre, et donc Donnarumma doit absolument bosser ça. Le match d'Hakimi, bien sûr, il a fait part de tout son volume de course, son intensité, sa présence offensive. Peut-être le seul enseignement que je tirerais, à la limite, le duel là sur le but avec Steve Mounier, bon, l'attaquant brestois est tellement fort dans les airs, plus grand qu'Hakimi et tout ça, peut-être qu'on peut ne pas lui en tenir rigueur, allez. Par contre, l'enseignement, c'est la finition, parce que ça d'habitude, c'est sa qualité. Et hier, il a eu beaucoup de frappes qui ont été dévissées, aucune cadrée, et ça, il doit y travailler, parce que c'est vrai qu'il a souvent des gestes de buteur, tout simplement. Enfin, c'est des gestes, t'as l'impression que c'est un numéro 9. Et hier, il les a pas eu. Donc, en prévision du match contre la Real Sociedad, sachant que nos milieux de terrain sont pas forcément en grande confiance en ce moment, peut-être qu'Achraf aura des occasions et qu'il faudra pas les gâcher, hein, parce que le score, il va falloir le faire au match aller. Au match retour, il y aura la grosse ambiance et tout ça. Là, il va falloir les tuer. On est dans une configuration où, normalement, en deuxième mi-temps, la Real devrait fatiguer. Ils connaissent pas trop ce stade de la compétition. Ils ont beaucoup de blessés. Ils jouent beaucoup. Leurs internationaux sont revenus direct et ont enchaîné directement titulaires, alors que 3 jours avant, ils étaient aux 2 Cannes, Coupe d'Afrique des Nations et Coupe d'Asie des Nations. Donc voilà. Donc Hakimi, la finition. Marquinhos, pareil. Hier, pareil, non. Hakimi ne m'a pas inquiété. Par contre, c'est le cas pour Marquinhos. C'est quand même assez inquiétant de le voir à chaque fois très loin du porteur, à contre-temps en fait. J'ai l'impression d'un joueur qui joue à contre-temps, qui a perdu son explosivité sur les premiers appuis, qui a besoin d'être en mouvement en fait, pour être décisif, pour être utile à son équipe. Sur les phases arrêtées, là, quand on est un peu recroquevillé en défense, quand il faut lire le jeu et tout ça, c'est vrai que je lui trouve quand même de sacrés défauts, de sacrées lacunes. Alors, il y a quelques interventions qui sont plutôt bonnes. On note aussi qu'il jouait avec une petite gêne à la cuisse. Mais c'est vrai que c'est très peu rassurant. Et pareil, cet été, va se poser cette question. Si on veut vraiment signer Lenny Yoro, il va falloir lui faire de la place. Et c'est un défenseur axial droit, Lenny Yoro. Poste de Marquinhos. Et très honnêtement, ça pareil, c'est quelque chose sur lequel on peut s'interroger. Aujourd'hui, il a toujours son statut de capitaine titulaire de par son historique et sa longévité au PSG. Mais les prestations sur le terrain, je pense pas que Luis Enrique en soit très très heureux. Hein. Et je le mets un peu dans le même sac que Donnarumma pour le mercato prochain, à savoir pas un mec intransférable aux yeux de Luis Enrique. Attention, hein. Luis Enrique évidemment n'est pas décideur. Hein. Il y a Luis Campos et encore plus Nasser qui, je pense, lui s'opposera à tout départ de Marquinhos. Mais bref, c'est vraiment pas la question. Encore une fois, hier soir, c'est vrai qu'on a vu quelqu'un un peu anachronique. Hein. Et puis, ça dénote encore plus quand il est à côté de Danilo qui fait un très gros match, encore une fois. Un très gros match dans les airs, il est impérial dans la lecture du jeu pour couper les transitions adverses. Et franchement, moi je me souviens du début de saison, où il jouait peu, où il était baladé un petit peu partout, milieu-défense, où Luis Enrique par moment, alors faudrait que je retrouve les déclarations exactes, mais a pas eu des déclarations très tendres envers Danilo. Enfin, c'était entre les lignes, hein. Il le tabassait pas explicitement, mais quand tu lis entre les lignes, tu sens qu'il le considérait un peu comme Mukiele, par exemple, comme un Mukiele. Et au final, par la force des choses, il a profité des blessures, mais il s'impose quand même. Et quand Skriniar reviendra, il n'y a aucune raison que Skriniar passe devant Danilo dans le 11. Danilo est vraiment très important. Alors, il met son but. Il est même proche en deuxième mi-temps du doublé sur une tête sur corner. Donc, vraiment, ça fait très plaisir de le voir à ce niveau-là. Peut-être à la relance, si on veut mettre un petit bémol à la relance par moment, quand Brest ont des séquences de pressing assez intenses. Il flanche un peu.
Donc on va regarder ça en prévision du match contre la Real qui devrait nous presser au moins sur la première mi-temps. Bon, Beraldo, techniquement il est très bon, hein, il trouve une ouverture pour Mbappé en début de match, plein d'autres entre les lignes, très bien. Mais alors défensivement, ce qui est marrant c'est qu'il fait un bon début de match, mais plus le temps passe, plus il fuit le duel. Et ça m'inquiète. Enfin, on l'avait déjà vu au match aller, c'est vrai qu'on a un joueur, en fait, on a l'impression que c'est un défenseur qui n'aime pas le duel. Et c'est quand même quelque chose de bizarre, déjà pour un défenseur, et ensuite en Ligue 1, où tu dois absolument être proche de ton vis-à-vis, encore plus quand tu es latéral, parce qu'il y a ces profils d'ailier un petit peu rapides. Bah, Pereira, là, je crois que c'est le plus rapide de la Ligue 1 cette saison, si je dis pas de bêtises. Et donc tu dois absolument être proche d'eux, quoi. Enfin, c'est pas possible de faire lecture du jeu, machin chouette. Donc c'est vrai que c'est bizarre de pas avoir ce goût du duel, il va falloir le travailler. Alors Fabien Ruiz, j'aimerais m'arrêter sur une séquence qui rejoint une grosse information sortie aujourd'hui, le carton bleu. Le carton bleu, aujourd'hui, donc on a eu l'information que la FIFA et tout ça vont tester dans des petites compétitions, hein, style FA Cup pour l'instant, c'est pas la Ligue des Champions ni les compétitions internationales qui sont visées, mais le carton bleu qui pourrait arriver, donc qui consiste à expulser pendant 10 minutes un joueur, si tu fais une faute qui empêche une attaque dangereuse, ou, et c'est ce qui m'intéresse, si tu te manifestes avec véhémence sur un arbitre. Donc en gros, Marco Verratti, à chaque match, il aurait pris son carton bleu. Moi, je pose une question. C'est difficile parce que c'est une question très tranchée. En tant que supporter parisien, on a l'image un peu péjorative construite par Marco Verratti qui faisait que de parler aux arbitres. C'est vrai qu'il faut garder toute proportion, bien évidemment. Hein. Je dis pas qu'il faut tabasser les arbitres, les insulter ou quoi. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que mettre la pression sur un arbitre sur le terrain, c'est mauvais ? C'est une vraie question sur laquelle on peut s'asseoir. Et personnellement, je suis pas sûr que ce soit mauvais, en fait. Les arbitres, aujourd'hui, encore plus en Ligue 1, ont quand même un sacré pouvoir. Ce sont les chefs. Au niveau district, il y a un vrai travail à faire sur les arbitres qui sont pas respectés et tout ça. Mais en Ligue 1, c'est quand même les chefs. Au niveau international, ce sont les chefs. Et les plus grands arbitres, ils s'en foutent que les joueurs leur mettent la pression. Hein. Ils font avec, hein. Ça change rien à la prestation d'un bon arbitre. Hein. Ça fait la qualité d'un arbitre. Et donc, je dis pas qu'il faut faire des tête-à-tête tout le temps, ni même faire des tête-à-tête tout court, d'aller les insulter ou d'avoir des trucs un peu violents, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce règlement viendrait vraiment contenir les joueurs, alors que hier, justement, sur l'action où Mbappé se fait tordre la cheville complètement et où l'arbitre fait une erreur grotesque à mettre le deuxième jaune, alors qu'il aurait dû le mettre sur l'action d'avant, qui aurait empêché du coup de voir la cheville tourner sur l'action qui suit, puisque le joueur serait sorti sur carton rouge. Le seul Parisien qui met la pression sur l'arbitre, c'est justement Fabien Ruiz. C'est justement Fabien Ruiz. Et moi, je trouve que il faudrait quand même... Enfin, ça fait partie du foot. Et moi, je pense qu'il faut perpétuer... il faut essayer de perpétuer ça. Bien sûr, toute proportion gardée, encore une fois. Je dis pas... Je vais pas dans un extrémisme en disant, voilà, il faut leur manquer de respect ou quoi, mais mettre la pression sur un arbitre, aller parler à l'arbitre, pour moi, c'est complètement logique. Faire valoir tes intérêts, c'est complètement logique, en fait. Et encore une fois, les arbitres, encore plus en Ligue 1, ont un gros pouvoir sur lequel il faut essayer de travailler, et c'est pas en mettant ce genre de règles que ça va aller. Donc voilà, je note que dans tous les cas, dans ce PSG, il n'y a pas grand monde qui s'offusque quand le meilleur joueur de l'équipe se fait trucider complètement sur l'attentat d'hier. Bon, Zaïre Emery, il fait une bonne première mi-temps. Il est très actif, notamment avec Dembélé et Hakimi. Mais le problème, c'est que quand le PSG subit, lui aussi se fait emporter. Hein. Lui aussi peine à exister, à tirer son épingle du jeu. Alors évidemment, le lot de consolation, c'est qu'il a montré tout l'inverse sur différentes séquences au plus haut niveau. Contre Dortmund, quand on va mal, c'est lui qui va nous égaliser. Contre Newcastle, on mange 4-1, c'est le meilleur Parisien ou le moins pire sur la pelouse. Donc, c'est pas forcément alarmant, mais c'est vrai que dans ce PSG-là, qui peine à se sortir de ces temps faibles qui sont à chaque fois assez dévastateurs, tu prends vraiment de vrais bouillons, lui peine à sortir du lot. Donc j'espère qu'il va gommer ça sur le match contre la Real Sociedad. Vitinha, moi je pense que là on touche au point le plus important de la vidéo, parce que je me demande si le match d'hier n'a pas remis en cause sa titularisation
la semaine prochaine, en fait. Je me demande si, aux yeux de Luis Enrique, Vitinha n'a pas perdu des points, en fait. Mais je parle très sérieusement. Parce que son match, son absence au duel, c'est quand même inquiétant. Sa capacité à créer des déséquilibres est quasi inexistante hier. Il y a Lee Kang-in qui est revenu. Il y a Marco Asensio. Moi, je suis désolé. Marco Asensio, dans ce rôle de relayeur gauche, j'apprécie. Et quand je vois Vitinha faire ça, en fait, je me dis... bon, son lot de consolation, c'est que Fabian Ruiz n'a pas fait mieux. Mais on se souvient qu'en début de saison, Vitinha, c'était un peu le fusible facile dans cette équipe. C'est celui qui sautait sur certains matchs à enjeu, notamment le Classico par exemple, rappelez-vous, début septembre. Ensuite, au mois de novembre, c'est devenu Ugarte qui sautait dans les grands matchs. Mais là, ça pourrait peut-être retoucher Vitinha, cette tendance. Hein. Moi, je me souviens quand même du début de saison où on voyait bien quand même que Luis Enrique donnait un rôle un peu ingrat à Vitinha de compensation avec Mbappé. Alors maintenant, il a un rôle complètement différent, Vitinha, mais je suis pas sûr que Enrique soit satisfait de ce qu'il fait. Hein. Et je me pose vraiment la question. Faudra pas être surpris si la semaine prochaine, il n'est pas titulaire contre la Real. Après, c'est vrai que de l'autre côté, les autres font pas grand-chose aussi pour tirer leur épingle du jeu. Hein. C'est sûr que Fabian Ruiz ne mérite pas plus d'être titularisé que Vitinha. Mais bon, c'est vrai qu'encore une fois hier, enfin encore une fois non, puisque contre Strasbourg il y a une bonne séquence, contre Lens il y a plutôt un bon match, mais c'est vrai qu'hier ça tombe vraiment mal cette prestation qui est mauvaise, qui est vraiment loupée par Vitinha. Bon, Dembélé évidemment, Dembélé m'a tellement rassuré hier par sa prestation, encore une fois, virevoltante. Hein. Il y a des séquences où il marche sur l'eau dans le jeu, les feintes de corps, les dribbles, les accélérations, les débordements, les centres. Bien sûr, à la finition, faut travailler. Bon, c'est Dembélé tout craché, mais ça fait plaisir de le voir autant en jambes. Hein. Barcola, notons qu'après un bon début de match, il s'éteint un petit peu. Et moi, j'insiste encore une fois, ça c'est un point très très important, ce côté gauche. Ce côté gauche, il faut absolument l'animer. Ça rejoint ce que je dis sur Vitinha. Ça rejoint aussi la question du latéral gauche, puisque le retour de Nuno Mendes va peut-être changer pas mal de choses dans cette équipe. Mais quand l'ailier reçoit le ballon, il n'a pas d'autre choix que d'aller défier son vis-à-vis en 1 contre 1. Avec personne qui lui propose dans l'axe, dans la profondeur, aucun dédoublement pour attirer l'attention des défenseurs adverses, pour attirer le surnombre. Donc c'est vraiment des situations qui sont compliquées. À droite, on n'a pas ça, mais vraiment à gauche, il faudrait essayer quand même de mettre le pauvre Barcola dans des dispositions un peu moins difficiles. Parce que vraiment, c'est compliqué pour lui. Et moi, moi aujourd'hui, je me dis, bon déjà, Nuno Mendes, latéral gauche, ça devrait changer beaucoup de choses. Et ensuite, au milieu, Lee Kang-in ou Asensio. Voilà. Asensio, Barcola lui donne une passe décisive contre Brest au match aller. Asensio prend beaucoup plus la profondeur que Vitinha, et pourtant Asensio la prend encore pas assez, cette fameuse profondeur. Et puis Lee Kang-in, il y a eu des matchs quand même plutôt intéressants contre Toulouse. Toulouse, première mi-temps, ils font vraiment tous les deux un match très intéressant avec une vraie complémentarité. Donc tout ça est vraiment à travailler pour essayer d'être un peu moins monotone, bien sûr. Bon, Mbappé concernant la blessure, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Aujourd'hui, voilà, il est resté en salle, il n'a pas été à l'entraînement, mais c'est le cas de pas mal de titulaires. Alors le club a fait filtrer dans la presse qu'il n'y aura pas de risque de prix samedi face à Lille. Alors moi, ça me fait marrer parce que le risque, les gars, il a déjà été pris en fait. Hein, hier, en le laissant sur le terrain. Et c'est vrai que Mbappé, c'est quelqu'un qui veut toujours être là. Le staff doit savoir le faire sortir. Ça me rappelle le Classico en septembre où Mbappé, pendant une bonne vingtaine de minutes, reste sur le terrain alors qu'il est affaibli. Et au final, personne sur le banc de touche l'appelle pour lui dire « Écoute, tu sors mon coco ». Donc voilà, ça... Heureusement, visiblement, là, ça nous retombe pas dessus parce que à froid, il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu d'hématome, ni rien visiblement. Donc ça fait vraiment très plaisir. On va voir l'évolution, mais encore une fois, le staff doit s'imposer un peu plus, quoi, avec évidemment, surtout qu'en plus, tu as la possibilité de le faire sortir, quoi. Tu as Gonzalo Ramos, qui s'est plutôt montré à son avantage. Hein. Alors, il est rentré ailier gauche, hein, ça montre
tout l'intérêt que Luis Enrique lui porte. Hein. C'est malheureux. En plus, il était déjà rentré à ce poste-là contre Strasbourg. Mais il a été plutôt bon en termes de pressing. Ça, c'est important. Hein. Ça, c'est important. C'est quelque chose quand je vois Victor Osimhen, par exemple, une piste pour cet été. Le pressing. Le pressing parce que dans l'idée de remplacer Mbappé, il faudrait peut-être un joueur fort sur les défauts d'Mbappé. Parce que les qualités d'Mbappé, personne ne les a. Déjà intrinsèquement, les très grands joueurs, c'est des joueurs qui ont des caractéristiques qui leur sont propres, qu'aucun joueur n'a. Chez Mbappé, c'est la vitesse, évidemment, sa spéciale, évidemment, casser les changements de rythme et tout ça. Donc pourquoi pas essayer d'axer sur un joueur qui aurait en qualité les défauts de Mbappé, et donc voir Gonzalo Ramos hier faire du bon pressing, ça fait plaisir sur une fin de match. On a vu un joueur quand même assez impliqué avec donc ce but, et il fait aussi à un moment donné une bonne remise, je crois, pour Mbappé, donc une entrée plutôt intéressante. Moi j'espère que samedi contre Lille, déjà qu'on fera tourner, et puis qu'il jouera quand même, voilà, parce qu'à un moment donné le garçon doit aussi avoir du temps de jeu, voilà, surtout quand on voit les prestations d'un Randal Kolo Muani à côté. Bref, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve demain pour l'avant-match PSG Lille, et on reviendra sur tout ce qui a été dit aujourd'hui non, il a dit que 2 phrases, par Nasser, sur le Parc des Princes. Grosse déclaration, attention, je fais le distinguo entre déclaration et décision, parce que jusque-là, on est dans une guerre de com' qui est superposée, interposée, dans les médias entre la mairie et le parc. Donc Nasser a fait une déclaration. Et aussi, il a parlé de Mbappé. Bon, ça, c'est un peu plus anecdotique. Hein, voilà. Il a dit on vous en parlera quand on aura décidé tous les deux. Tu peux dire il plutôt que on, parce que nous, on n'a absolument pas notre mot à dire. Il me fait marrer, mais il y a déjà de la progression par rapport à 2022, où il faisait que de dire c'est sûr et certain, Mbappé il reste, et au final, Mbappé en conférence de presse, il avait dit ça te fait peur quand tu vois ton président dire ça, parce que qu'est-ce qui se passe pour que tu restes à 100% ça m'a un peu fait peur. Donc bref, ce bon vieux Nasser, la lucidité, l'objectivité, c'est pas pour lui. Mais vraiment, il restera toujours dans ces postures de communication qui me font à chaque fois bien marrer. Ciao les amis, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Ciao.